Bienvenue dans Tribune Actu, votre magazine consacré à l'actualité liée aux questions de développement et de croissance en Afrique. Pour ce numéro, je reçois sur le plateau de Tribune Actu André-Sylvain Conan. André-Sylvain, heureux d'être sur ce plateau? Oui, bien sûr. Okay, avec vous, nous allons parler d'une œuvre que vous venez de publier, Raison d'État, tout à l'heure, dans la seconde partie de notre émission. J'ai à ma gauche Charles Paiement, éditeur. Charles, au niveau de la littérature en Côte d'Ivoire et en Afrique, est-ce que les Ivoiriens ont l'habitude de lire? Les Ivoiriens, ils lisent beaucoup, Dieu merci. Mais nous voulons qu'ils lisent un peu plus. Et surtout qu'ils achètent les ouvrages pour les lire. Parce que les Ivoiriens, ils aiment lire, mais quand ils ont les livres gratuitement. Pareil bien pour les journaux. Au départ, on avait pensé que c'était une question de prix. Mais on voit que même le journal qui ne coûte que 300 francs, ils ne le lisent pas. Enfin, ils ne l'achètent pas, ils le lisent. Ok, ça c'est notre débat, nous y reviendrons. Alors, sur ce plateau, nous avons une dame, Nesbon Delors, elle est journaliste, chroniqueur. Delors, heureux d'être sur ce plateau. Toujours. Juste en face de Delors, nous avons Tommy David, qui est douanier. Il est sur ce plateau pour nous partager son expertise sur les questions de développement. Et c'est la question dont nous allons parler aujourd'hui, comment aujourd'hui les Africains voient les perspectives de croissance en Afrique. Encore une fois, bienvenue dans Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique et religion. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs, revue et corrigée sur Béni TV, c'est chaque semaine sur The Blessings Channel. Forte d'une démographie dynamique, d'une urbanisation rapide et d'une richesse en ressources naturelles, les économies africaines ont une incroyable carte à jouer. L'enjeu aujourd'hui pour nombre d'entre elles consiste à s'assurer de leur meilleure insertion dans la chaîne de valeur mondiale et de ses retombées bénéfiques pour les conditions de vie de leur population. Quelles sont les perspectives de croissance en Afrique? C'est le thème de notre mission du jour. Dès là. Selon les dernières perspectives économiques, la croissance de l'Afrique devrait s'accélérer à 4,8% cette année pour atteindre 5 à 6% en 2015. Ces perspectives ont été publiées à l'occasion des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement tenues à Kigali, au Rwanda, récemment. Il s'agit là de niveaux jamais atteints depuis ces 10 dernières années. Ce qui fait dire à de nombreux observateurs que l'Afrique est le continent de l'avenir. Cependant, l'avenir se prépare maintenant. André, le pari de certains gouvernements africains, c'est de réaliser l'émergence économique. Comment la population en fait comprend aujourd'hui cette théorie? D'abord, il faut définir, enfin il faut essayer de comprendre la notion même de l'émergence économique. Qui, à mon sens, hein, en tant que journaliste, écrivain et surtout intéressé par les questions économiques, il y a au moins 4 critères qui définissent donc l'émergence d'un pays. D'abord, il y a le taux de croissance, ensuite il y a le PIB par habitant, il y a aussi le niveau de vie et puis les structures économiques. Charles, comment aujourd'hui vous percevez le développement en Afrique? Parce qu'on dit que l'Afrique est un continent sous-développé. Vous, aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, comment voyez-vous le développement? On entend, hein, on lit dans la presse, on entend ça dans les médias, que l'Afrique a un taux de croissance 4,8, 5 points, ceci, mais ça ne veut rien dire pour l'Africain lambda. En tout cas, moi, depuis ces 30 dernières années au moins où j'essaie d'être observateur, je ne vois pas l'incidence de toutes ces politiques économiques sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc pour moi, la perception de toutes ces notions est assez théorique et assez floue dans la conception de l'Africain lambda. Ok, alors Tommy David, quelle est votre vision? Quelle est votre vision du développement aujourd'hui en Afrique? Ben, ma vision n'est pas différente de celle d'André-Sylvain Conan et de Charles Paiement, parce qu'on nous avance 5% de taux de croissance pour 2015. Mais le PNUD, dans le dernier rapport 2013 qu'il a publié, nous dit, pour le cas de la Côte d'Ivoire que je connais mieux, 50% des Ivoiriens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'ils vivent avec moins d'$1 par jour.
aujourd'hui, alors qu'on parle de taux de croissance assez conséquent, est-ce que l'Africain, l'Ivoirien, vit mieux? Est-ce que l'Africain peut se soigner comme il se doit? Est-ce que l'Africain a droit, comme en Chine, à un bol de riz? C'est cela qu'il faut d'abord chercher à remplir comme condition avant de parler d'émergence de taux de croissance, parce que c'est des notions qui sont vraiment loin des réalités africaines. Mais je pense que l'objectif de ces personnes qui soutiennent en fait cette vision, c'est de faire en sorte que les Africains vivent mieux. Et je m'avais demandé à Delors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a les potentialités pour que d'ici dans quelques années, on arrive quand même à un taux de croissance aussi, je dirais, en fait soutenu comme les pays développés, et avoir accès aux soins, au logement? Je pense que les besoins, disons en fait, primaires. Les perspectives de développement sont bonnes en Afrique. Elles ont toujours été bonnes d'ailleurs. Le sous-sol est riche, le sol est fertile, la végétation est dense, le climat est favorable. Mais comment faire en sorte que les populations puissent manger à leur faim, dormir décemment, se vêtir décemment, et pour elles-mêmes, les générations actuelles, mais aussi les générations futures? D'où aujourd'hui toute la littérature autour de l'économie verte. Et je pense que nos États sont en train de converger vers ce type de métiers verts-là. Alors, nous sommes tous unanimes sur les potentialités de l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui retarde cette croissance-là, Sylvain? Non, il faut, je crois qu'il y a amalgame. Le taux de croissance moyen en Afrique, ça a été dit, hein, selon le FMI, est environ 5%. Les perspectives pour 2015 iront, pour le moment c'est 4, un peu plus de 4%. Pour les perspectives en 2015 sont de 5%. Ce sont des taux qui sont très bons comparativement au taux de croissance en Europe. Vous prenez des pays comme la France, on est aujourd'hui à un taux de croissance à moins de 2%. Enfin 2%, entre 1 et 2%. Et vous prenez des pays comme la Grèce, l'Espagne qui sont en récession. Et donc, l'Afrique, les pays africains, en tout cas ceux qui sont en Afrique de l'Est, ont un taux de croissance relativement élevé. Quand vous prenez celui de la Côte d'Ivoire, par exemple, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire tourne autour de 8,7%. Et je crois que ce taux pourrait même prélever à la hausse à l'issue de la dernière mission, de la prochaine mission du FMI. Le taux de croissance, c'est la variation de la croissance d'une année à une autre. Si vous prenez par exemple le PIB par habitant, le PIB c'est de façon très prosaïque la richesse produite dans un pays par les acteurs économiques de ce pays. Les acteurs économiques donc sont donc les ménages, hein, c'est vous, c'est lui, c'est elle, c'est moi, c'est les entreprises aussi bien privées que publiques, c'est l'administration. Donc le PIB, c'est la richesse, toute la richesse produite par le pays à l'intérieur du pays. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est fait? Quelles sont les conditions qui peuvent vraiment amener nos États donc pour répondre à cette question de façon très précise, pour qu'on puisse arriver à un relèvement du PIB par habitant, il faut simplement créer de la richesse. C'est aussi simple que cela. Mais comment créer de la richesse? Voilà la problématique qui se pose à nos politiques. C'est d'une part de créer des emplois, donc des emplois publics par l'investissement public, mais aussi de créer des entreprises par un appel aux capitaux privés, notamment étrangers. Et ça, le préalable, c'est la stabilité politique. Alors Charles, vous pensez que il revient toujours au gouvernement, à nos politiques, d'enclencher ce processus-là? Oui, parce que ça ne peut pas être des actions qui viennent de la base. Tout le monde le pense, tout le monde le dit. Le problème d'un pays, la gestion d'un pays, c'est le même problème que la gestion d'une entreprise. Tout est une question de management, tout est une question de leadership. Au niveau des affaires, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des efforts, qui ont été faits. Par exemple, quand je prends le cas du guichet unique, l'implantation du guichet unique, qui permet aujourd'hui de créer une entreprise en 3 jours, alors qu'il y a de cela quelques années, c'était en 3 mois. Et cela permet quand même d'assouplir
je pense que tout ce qui est comme mesure douanière, tout cela, je pense que vous en savez quelque chose. Oui, merci. Là, vous parlez d'efforts qui sont faits. C'est vrai, en matière économique, il ne s'agit pas de créer une entreprise. Le tout est de la faire subsister. Une entreprise est viable après sa 3e année d'existence. Mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? La pression fiscale est tellement forte, c'est un secret de polichinelle, que les pauvres entrepreneurs sont tués dans l'œuf, leurs projets sont tués dans l'œuf. Donc au-delà de l'effort que l'on fait pour créer des entreprises, il faut un cadre fiscal conséquent. Pourquoi par exemple ne pas faire en sorte qu'un nouvel entrepreneur qui vient en Côte d'Ivoire, qui ouvre son entreprise, qu'il fût ivoirien ou pas, puisse bénéficier de 3 ans d'exonération fiscale? Charles, vous pensez que l'auto-emploi peut quand même amener à booster en quelque sorte l'entrepreneuriat? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ce serait être dans un grand rêve que de croire que l'État va créer des emplois. C'est par l'auto-emploi, c'est par la création des emplois que nous allons réussir à élever le niveau du développement économique des États, des peuples. Mais ce que je demande, c'est que l'État joue son rôle de protection. Vous avez parlé tout à l'heure de guichet unique, on crée une entreprise en 24 heures. On peut même créer une entreprise en 1 heure si on veut, mais ça va être des coquilles vides. S'il n'y a pas un accompagnement de l'État, allègement de mesures fiscales, et même que les banques, il faut que les banques également jouent leur rôle. Parce que nous avons des banques qui sont en surliquidité, alors que l'économie est en faillite. Pourquoi? Parce que les banques ne prêtent pas. Parce que les conditions pour avoir accès à un prêt bancaire sont tellement rigides que les entreprises, les jeunes entreprises ne peuvent pas y accéder. Quelqu'un a dit que la volonté politique va toujours de pair avec l'intérêt des leaders politiques. Est-ce que réellement, en Afrique, les leaders ont vraiment l'envie de créer les conditions? Je pense bien. Non, de créer les conditions pour que... Je pense que quand on voit cet ancêtre aujourd'hui, parce que moi, ce que je constate, c'est que... Et puis ce qui est fait aujourd'hui, il y a quand même des avancées. Ça ne change pas. Même on a parlé des chiffres. Avec André Sylvain, on a parlé des chiffres. Il a dit les États africains sont à 4,5%. 4,8, 5% de croissance, pendant que l'Europe est en récession. Mais quand on prend les citoyens européens, moi je préfère avoir leur récession là. Non, il y a une explication. Voilà. Il y a une explication. Au-delà des slogans politiques, il faudrait que concrètement, techniquement, il y ait des mesures qui accompagnent la création d'entreprises et qu'on laisse effectivement ces entreprises vivre pour créer des emplois et créer des richesses. Oui, simplement, en entendant l'accompagnement de l'État et des banques, il y a des micro-entreprises qui commencent avec peu de moyens. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'innover. Il faut innover sur un marché concurrentiel, il faut faire la différence. Une dame qui peut vendre des gombos secs sur le marché, elle peut le vendre au supermarché si elle pense à l'emballer. Donc c'est toutes ces stratégies qu'il faut mettre en œuvre aussi parce que nous sommes sur un marché concurrentiel. Mais l'emballage, il faut des moyens. Effectivement. Il faut des moyens pour l'emballage, il faut des moyens pour mettre sa marque sur ça. Oui, et là, il faut que les banques, aient confiance et que l'État également puisse faire en sorte que... Oui. Mais quand les banques n'accompagnent pas toujours, mais cela n'empêche pas l'auto-emploi et l'innovation. Donc, il faut dire que je n'écarte pas cette hypothèse, en tout cas cette idée-là. Mais il faut dire aussi qu'il faut innover, il faut faire la différence sur le marché pour subsister, pour rendre son entreprise viable. Ils ont beaucoup d'idées, les entrepreneurs. Ils ont beaucoup d'idées, mais ils n'arrivent pas à avancer. Vous savez, la stratégie de l'innovation est très importante. Elle est dit comme ça, mais c'est très important puisque pour le modèle chinois que je connais, la Chine a aujourd'hui est aujourd'hui un pays émergent. D'une part, du fait de sa stratégie d'innovation. Mais ce que je voulais relever, c'est que il ne faut pas sous-estimer ou mépriser les taux de croissance en Afrique. Quand vous prenez la courbe de la croissance, des taux de croissance pendant ces années-là, le taux de croissance s'était envolé. On avait des taux de croissance jusqu'à 2 chiffres qui atteignaient presque 20%, vous comprenez? Et donc, c'est à ce moment-là, plus on a un taux de croissance élevé, ça veut dire que plus on a de la richesse et donc plus on peut distribuer la richesse. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos États africains? Dans nos États africains, jusque-là, du fait de l'instabilité politique, on est, entre autres, du fait de l'instabilité politique et certainement aussi du manque de vision
politique managériale de certains leaders, on est arrivé à un taux de pauvreté à la limite intolérable. En Côte d'Ivoire, par exemple, en 2010, la moitié de la population était vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Un peu plus de 50% de la population vivait avec moins d'$1 par jour. Mais aujourd'hui, les statistiques en Côte d'Ivoire sont lesquelles? Les statistiques sont que sur une population active estimée donc à 10 millions, un peu plus de 10 millions de personnes, il y a 9,4 millions qui sont en activité. Mais parmi ces 9 millions, un peu plus de 9 millions qui sont en activité, il y a 800 000, un peu plus de 830 000 exactement, qui ont une activité, si vous voulez, stable. Tout le reste exerce dans le secteur informel. Donc, ils sont soit en situation de sous-emploi, soit en situation d'emploi précaire. Cela dit, on est d'accord. Surtout, c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. En tout cas, depuis les indépendances, en Côte d'Ivoire, dans des secteurs comme l'éducation, comme les infrastructures routières, etc., c'est fait. C'est pour ça que je disais que l'Afrique a tout le potentiel pour réussir parce que les gens sont formés. Mais ils sont formés à quoi exactement? Voilà, ils sont formés à quoi? Et puis, à propos d'innovation, mais voilà, on peut innover, d'accord. Mais innover, ce n'est pas juste des mots. On innove, au moins innovons dans ce que nous avons à portée de main. Prenons le cas de l'agriculture. Nous avons toutes les ressources. Nous avons la terre, le climat, la pluviométrie, nous avons tout ça. Mais il y a combien d'écoles d'agriculture? Parce que pour pouvoir exploiter, il faut former des gens dans ce sens. Moi, je ne vais pas rejoindre un ministre qui a dit qu'on formait trop de littéraires. Mais je dis que souvent, on ne forme pas les gens dans les secteurs qui peuvent véritablement booster l'économie africaine. Ce que je voulais savoir, Tomé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a assez de cerveau en Afrique pour transformer nos produits? Parce que c'est cela aussi la difficulté que nous avons. Nous produisons et nous n'arrivons pas à transformer. Oui, ce serait une insulte qu'on ferait à l'Afrique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons du potentiel. Et lorsque les jeunes Africains vont dans les écoles internationales, ils en reviennent majors. Donc ce n'est pas tant le problème de formation. Mais alors le problème c'est quoi? Le problème c'est un point de vision. Voilà. De vision à long terme. Est-ce que nous voulons, oui ou non, transformer nos produits? Il y a un opérateur qui est venu ici en Côte d'Ivoire qui a dit le café qu'on achète aux Ivoiriens à 300 francs et qu'on leur revend le kilo environ à 5 000, nous allons créer une entreprise ici et puis le producteur aura au moins 2 000 francs sur le kilo. Mais où est-il? Qu'est-il advenu de lui? Est-ce que nous voulons prioriser nos intérêts personnels par rapport à l'intérêt général? C'est cela le problème. Effectivement, moi je suis d'accord avec lui parce que l'exemple du parfait, c'est celui du Brésil, de Lula. Voilà, un pays qui était pauvre, il faut bien le dire, parce que moi je ne crois pas aux notions de pays en voie de développement qui pour moi relève de l'euphémisme. Voilà un pays qui était pauvre, Lula arrive au pouvoir, il met en place une politique de redistribution des terres qui marche. Voilà, mais l'Afrique, c'est un scandale. C'est effectivement un scandale. Prenez un peu l'avion et regardez la végétation d'Afrique. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un taux de chômage dans les milieux ruraux à 3,8%. Mais on peut rendre ce taux de chômage à 0%. Tout simplement en aménageant les bas-fonds. Mais prenez la route en allant d'Abidjan à Bonois. Vous allez voir les bas-fonds qui sont là, qui ne sont pas exploités à quelques kilomètres seulement d'Abidjan. Il suffit que l'État, mais on va me dire, enfin, il suffit que l'État trouve les moyens pour aménager ces bas-fonds, installe des jeunes, ça fait des emplois. On crée des unités industrielles, des petites unités industrielles de transformation je sais pas, de jus de pastèque que j'aime très bien, de tomates, je sais pas. Prenez la route pour aller à l'est à Bengro, mais quand vous dépassez à Dzopé, il y a des hectares et des hectares de bas-fonds que personne n'exploite. C'est la même chose aussi bien au centre, au nord, dans le centre-ouest. Et donc, il faut effectivement une vision axée, une stratégie axée peut-être davantage sur l'agriculture, comme le Brésil l'a reçu. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, je crois, il y a le plan national d'investissement agricole, mais je pense qu'on peut aller
au-delà, c'est mon avis Est-ce personnel. que vous pensez Moi, que- je suis optimiste, hein, contrairement... Non, on est tous optimistes. Parce que je vois que... Non, Mais je le veux problème- dire que le travail qu'on a déjà commencé... Charles relève, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un manque de, je sais pas, De volonté politique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas Et de visionnaire, de visionnaire. Non, il y a des... Non. Et de leadership. Je crois Il y a pas, des je crois exemples pas, qui existent je crois pas tout de que même. il y ait- pardon, je crois pas qu'il y ait un manque de vision. justement. Vous savez, je dis toujours aux gens, il n'y a aucun leader qui arrive au pouvoir et qui a l'intention de faire du mal à son peuple. Il n'y en a pas. Tous ont l'intention de travailler pour le bonheur de leur peuple et afin de laisser une trace dans l'histoire. Tous. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des contingences qui arrivent. Par exemple, nous sommes en septembre 2002, il y a une rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, ça, on ne peut rien contre cela. Bien sûr, il y a d'autres, il y a le débat autour. Mais je veux dire, c'est souvent la méthode, le style, la stratégie. C'est là où il y a problème. Mais c'est Sinon, pas une vision, c'est également des stratégies. oui, Une vision. Justement, mais pour dire que... vision, c'est pour dire que c'est- les- c'est- non, pour dire que les- Je pense qu'il y a une prise... Il y a quand même une prise de conscience. Il y a quand même une prise de c'est des conscience. stratégies, c'est un encadrement, c'est un accompagnement, c'est ça la vision. Oui, mais il y a quand même une prise de Et donc, conscience. à partir du moment où la tête a une vision assez nette et sait choisir les personnes pour mettre en route ces visions, mais ça marchera. Non, vous Mais savez... il y a quand même mais une prise je de pense qu'on est conscience. là. Et aujourd'hui, il on voit qu'il y a des cadres. féliciter Il y a d'abord nos des leaders. cadres qui nos abandonnent. leaders. Aujourd'hui, il y a des cadres qui abandonnent leur poste pour devenir des fermiers, des agriculteurs. Ces exemples existent. En tout cas, les gens prennent de plus en plus conscience qu'il faut se retourner vers l'agriculture et la dynamiser. Donc, il ne faut Non, pas vous dire savez, que attendre tout oui, de l'État. David. Il ne faut pas attendre tout de Je l'État. vais prendre laisse-moi nos mots pour dire que quand elle dit que les cadres abandonnent leur travail pour être agriculteurs, mais ils savent ce qu'ils ont fait, ces cadres, pendant qu'ils travaillaient. Les moyens qu'il manque à nos jeunes frères des villages pour faire ce qu'il y a à faire, ces cadres-là l'ont préparé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dans notre entendement, non, mais- nous ne sommes pas pessimistes. Contrairement à ce Presque envie de lui serrer la main. nous ne sommes pas pessimistes. Et mais parce qu'il a parlé à demi-mot, mais il a bien parlé. Tu peux lui serrer la main, tu peux lui serrer la main. Voilà. que Ils ont faut-il préparé faire? de Il manière- s'agit, pour aller dans le sens de ce que Locan Pas disait, toujours. faire en Non, sorte, André Sylvain Conan disait, il s'agit de faire en sorte que des cadres de ces différentes régions-là aient plein pouvoir, de sorte que chacun Oui, a mais la ça, possibilité... ce sont des faits qui existent. à la Mais il ne faut pas possibilité- jeter aussi l'opprobre sur nos cadres. Non, nous ne Parce que jetons moi, pas j'ai discuté quand même avec des femmes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui ont tout abandonné, le métier de juriste, pour se mettre, par exemple, dans la vente de la poudre de moringa, Oui. dans l'exploitation de la moringa. Donc, il ne faudrait pas insulter ces dames-là pour dire non, elles ont dû passer par des magouilles. Non, pas du tout, pas Parce du qu'on tout. indexe les cadres. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent j'aimerais savoir, il a dit qu'ils ont préparé. Ils préparent honnêtement avec le salaire. Et ça Avec existe. le salaire. Parce que quand monsieur, tu écoutes les il n'a pas témoignages, dit- elles sont parties de rien. Si vous permettez, il n'a pas dit que monsieur. ces cadres ont détourné l'argent. D'une petite parcelle. Mais Pour eux, ils ont arriver fait là le- où elles sont aujourd'hui. Si vous il faut qu'on permettez, peut pas monsieur, jouer suite à ces alors, femmes-là, si vous permettez, en tout cas, Ils ont pu pour faire aller l'économie entrepreneur, après là. travail, à partir de leur salaire, ils ont Charles, fait l'économie. Charles Delors, C'est arrivé. si vous Il faut permettez, féliciter. Comme les jeunes commencent à féliciter. travailler, Ne faites pas dire ce que comme nous les n'avons pas jeunes dit. commencent à Ça, travailler, féliciter. comme les jeunes commencent à travailler, il faut l'accompagnement de l'État, il faut l'accompagnement du secteur privé, des banques. Nous, on n'énime pas cet accompagnement. Et puis il faut une vision On n'énime pas politique cet accompagnement. qui rassure les banques pour que lorsque les banques vont injecter de l'argent, En pour attendant accompagner ces jeunes tout, on va entreprises. rester le bébé gâté de l'État, on attend tout de l'État, on non, croise pas les du- bras, pas du- tant pas que du- l'État pas du- ne c'est pas m'accompagne que pas, les vous moyens de l'État. avez la Charles, possibilité Charles. d'économiser vous-même et d'investir, autant le On faire économise à que partir de quoi? d'attendre On tout. économise pas à partir de de 0 leur euros. Charles, Si on a de leur 2 Charles. francs, j'économise quoi? de Quoi, leur 0 francs. Charles, commence ce que je toujours veux là, dire, tu ce que je veux dire, pour aller économie, c'est quoi? pour aller dans le même sens que David. Alors, quelqu'un me disait que nos grands-pères ont gagné l'indépendance. Est-ce qu'il n'appartient pas aujourd'hui à nous, génération d'aujourd'hui et génération d'avenir, de gagner l'indépendance économique? Moi, je vais vous poser une question. Qui donne l'indépendance économique? Chaque fois qu'on me dit, on a l'indépendance politique, il faut qu'on ait l'indépendance économique. Je réponds invariablement, qui donne l'indépendance C'est la économique? leader. C'est le travail. C'est la leader. Non, Attends s'il tous vous de vos plaît. leaders. S'il vous plaît. Attendez tous de vos Voilà. leaders. Attendez. C'est qui crée le cadre. Non, mais je pense que S'il vous c'est plaît. On lui répond, chacun, effectivement. C'est au leader de créer le cadre pour chacun a qu'on une ait idée. cette Chacun a une indépendance. idée. Les leaders, Non. Aujourd'hui, la société civile même supplante les États. Il faut prendre bon. ses responsabilités. Quelques- Il ne faut pas attendre tout de je pense que- l'État. je pense que Sylvain a la réponse à sa question. On Sylvain a la réponse à sa question. veut des grands feux. Non, vous savez, il y a des indicateurs, hein,
qui nous permettent d'avoir une idée de l'évolution de la croissance, du développement et des agrégats économiques. Voilà. Et donc, comment faire pour améliorer ces indicateurs? C'est la stratégie à mettre en place qui est importante. Et qui met en place la stratégie? Non. Au fait, j'ai bien compris. Attends, j'ai bien compris que il y a une stratégie d'incrimination des dirigeants politiques. Non, on va pas aller dans ce débat. On va pas aller dans ce débat. Les leaders. On va pas aller dans ce débat. Ce que je souhaiterais, les dirigeants. Voilà ce que j'ai dit. Donc, les dirigeants. Il y a quand même la volonté politique. Mais souvent, c'est les populations qui mais il parle d'un budget pour la recherche scientifique à 1%. Ça, c'est la volonté politique. Non, vous savez, pendant que les budgets militaires sont non, je vais expliquer pourquoi. Non, je vais expliquer pourquoi. Alors qu'au premier conflit, on voit l'inefficacité de nos armées. C'est ces armées-là qui bouffent on va pas aller dans ce débat. La mécanisation, on va pas aller dans ce débat. On va pas aller dans ce débat parce que les populations aussi ont besoin de se sentir protégées et travailler dans un environnement sain et la stabilité politique. Voilà. La stabilité. Oui, mais le problème ce que je voulais savoir, David, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de comportements à proscrire au sein de nos sociétés? Il va sans dire que lorsque nous aurons atteint un taux d'alphabétisation de 100%, les réflexions qu'on avait en 1980, on ne les aura pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir des étudiants qui retournent la terre aux maraîchères. Souvent, qu'est-ce qu'ils veulent? Juste 100 ou 200 000 francs. Et il est clair que si nous arrivons à instruire nos jeunes, si nous arrivons à faire en sorte que les gens n'aient plus en mémoire que dans l'administration ou faire la politique, c'est gagner son pain, c'est s'enrichir de facto, et que c'est seulement par le travail et le mérite qu'on pourra s'en sortir, on aura gagné le développement, l'indépendance économique. Alors, un dernier tour de table avant de clore cette première partie de notre émission. Dès lors, moi, je voudrais insister sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Il faudrait que dans nos écoles, on pense à des curricula, à des formations dans ce sens-là pour que les jeunes diplômés n'attendent pas tout de l'État, pour qu'ils puissent se prendre en charge, s'auto-employer. David, est-ce que vous êtes optimiste par rapport au développement? Oui, bien sûr, je suis optimiste. Je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure, Laure nous disait que des cadres se mettent à l'agriculture. Moi, je voudrais lui dire que je connais des cadres qui mettent des jeunes à l'agriculture et qui les aident à s'insérer dans le tissu. C'est ce genre d'action qu'on doit avoir. Au-delà de la formation, on a beau être formé, s'il n'y a pas de moyens, si on n'est pas aidé, on ne pourra rien. Ils créent des emplois, ils emploient des agriculteurs. Ce n'est pas eux qui vont avec l'aide d'ABA pour cultiver. Non, je ne dis pas, mais même quand ils le font, aujourd'hui on parle de taux emploi. Il faut sortir de la DABA et de la machette, il faut sortir du métier à tisser, etc. Il faut moderniser. Nous sommes optimistes parce que, tout simplement parce que hier, on n'avait pas une multitude de chaînes de télévision en Afrique, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on l'a. Il est certain que hier, nous n'avions pas une certaine notion de développement, une certaine notion d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'acquérir. Mon éditeur en est un exemple palpable, mais il faut absolument... Et je ne suis pas accompagné. Il faut absolument de l'accompagnement. C'était un combat personnel. Les prévisions de croissance en Afrique dépassent largement celles des BRICS, en parlant de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Mais est-ce que la vision du développement en Afrique aujourd'hui est-elle réaliste selon toi, Charles? Oui, mais elle ne peut être que réaliste. Lorsque vous êtes en face des difficultés, vous devenez automatiquement réaliste. Et les difficultés sont là, elles sont permanentes, elles augmentent, etc. Mais je dis, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je veux jeter l'anathème sur les dirigeants politiques, c'est pas parce que je veux les jeter aux orties. Moi, j'essaie de leur dire qu'on attend beaucoup plus d'eux. Voilà. Que des actions de communication. Parce que tout à l'heure, on dit non, il y a beaucoup qui est fait, on fait ceci. Non, il y a quelques actions d'éclat qu'on fait, on surmédiatise, mais dans le fond, quand on sort de là, il veut quelque chose qui soit pérenne, quoi, quelque chose qui permette aux populations véritablement de pouvoir profiter de la vie, avoir droit à la santé, à l'éducation, à l'habitation, à la nourriture, et même aux loisirs. Voilà. Et aux loisirs. Et aux loisirs. C'est tout ça qui va amener l'homme africain
à véritablement se retrouver dans ces perspectives de croissance économique en Afrique? Alors, les économistes aiment bien les chiffres et tout à l'heure, Sylvain en a donné beaucoup. Et je pense que pour ceux qui nous suivent, certains ne comprennent pas toujours ces chiffres, croissance à 5%, 10%. Ben, écoute, les populations en fait, ont du mal en fait, à comprendre cela. Aujourd'hui, il y a une vision. On veut être un pays émergent. On veut atteindre le développement. Sylvain, est-ce que vous pensez qu'on a en fait l'Afrique a les possibilités d'atteindre, je pense que l'émergence d'ici dans quelques années? Bien, moi je vous ai dit très honnêtement, je pense qu'il y a encore du chemin. Les horizons, que ce soit 2020, 2015, c'est vrai que j'ai des réserves. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup qui est fait. Mais pour arriver au développement, il ne faut vraiment pas qu'on soit dupe. Il faut bien comprendre que je prends une citation du Premier ministre Daniel Kadwa-Ndefang, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, donc qui dit vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a fait un paludisme, qui était couché sur un lit pendant 6 mois et qui vient de guérir, de courir 800 mètres avec une personne qui était bien portante. C'est l'image parfaite du développement en Afrique. Quand vous avez les populations, la moitié de la population qui est en dessous de seuil de pauvreté et que vous avez une croissance soutenue, certes, mais l'effet sera nécessairement amoindri. Mais je pense que l'Afrique a la possibilité de jouer une carte, puisque je donne toujours 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui des boutiques, si vous voulez, en tout cas des exemples ivoiriens, typiquement ivoiriens. C'est le premier exemple en rapport avec les boutiques de nos quartiers, les boutiques qu'on appelle de façon très prosaïque, d'ailleurs réellement les boutiques tenues par des Mauritaniens. Voilà. Mais vous remarquerez que ces boutiques ne sont plus ce qu'elles étaient. En tout cas pour certaines, elles sont de plus en plus transformées en sorte de mini-shop, de petits supermarchés. Avec l'accompagnement de l'État mauritanien, c'est ce que j'ai appris. Oui, ça, c'est à vérifier. Ça, c'est à vérifier. Oui. Et parce que moi, effectivement, j'ai vu que dans mon quartier, ça a changé. Il a demandé non, que leur gouvernement les accompagne. C'est quand même une belle initiative si le gouvernement mauritanien les accompagne. Le gouvernement mauritanien n'est pas aussi riche que... Bon. Oui, il est aussi riche que l'autre. Alors, on parle de volonté politique. Il faut laisser... Je veux dire, la Mauritanie fait partie de l'Afrique. Et donc, si vous voyez que... on part donc des petits commerces à des des petits supermarchés. Cela veut dire que la situation va aussi bien en Mauritanie que dans les pays où les Mauritaniens tiennent ces commerces. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui des maquis des tanti Adjoa, tanti Jeanne et autres, qui étaient, en tout cas, quand nous, on était encore jeunes garçons, on voyait des maquis avec des pailles, des paillotes, je crois, c'est comme ça qu'on appelle. Mais aujourd'hui, ces maquis-là ont disparu, vous voyez. Ce sont des restaurants plus ou moins bien équipés, relativement propres, tenus de façon un peu plus professionnelle, pour dire que il y a une évolution en Afrique. C'est un nombre de critères qui militent en faveur de l'émergence. Voilà, nous marquons une pause et nous allons revenir sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité sous tous ses thèmes: économie, sport, culture, société, politique et religion. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Revue et corrigée sur Béni TV, c'est chaque semaine sur The Blessings Channel. Nous revenons sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. L'actualité, c'est aussi André Sylvain Conan. Alors, il est lauréat du Grand Prix Caïcédra 2013. Caïcédra, Charles Peumont. Caïcédra, c'est un des prix littéraires les plus significatifs
en Côte d'Ivoire en tout cas. C'est semblable au Goncourt des lycées et collèges. Ici, on dit le prix Caïcédra des lycées et collèges. Le jury, ce sont des élèves, ce sont des étudiants qui reçoivent des ouvrages, qui ont des fiches de notation, et les enfants qui sont incorruptibles donnent leur point de vue, et à la fin, ils viennent débattre sur les ouvrages qu'ils ont lus, et on fait un vote. Et à l'issue de ce vote, en 2013, André Sylvain Conan a remporté le Grand Prix littéraire Caïcédra 2013. L'œuvre qui a été primée, voilà. Je rappelle que c'est Raison d'État. Voilà, du meilleur écrivain avec Raison d'État, publié aux éditions L'Encre Bleue. Alors, il est sur notre plateau, vous l'avez reconnu dans la première partie de notre émission. Alors, André Sylvain Conan, Raison d'État, juste une idée. En quelques lignes, c'est l'histoire, c'est une voix d'outre-tombe qui raconte sa vie, donc un mort qui raconte sa vie. C'est une histoire, c'est l'histoire d'une violation alors intolérable des droits de l'homme, et c'est l'histoire d'Éric Moyer, un jeune ivoirien qui est sorti émolu de l'école et puis qui a créé son entreprise et qui a été victime d'une spoliation qui allait jusqu'à son élimination physique en prison. Donc c'est une histoire impitoyable, aussi bien pathétique, qui fait découvrir donc le milieu carcéral, la violence dans les milieux professionnels, dans les milieux de l'emploi, l'intrusion du politique dans l'économie, enfin plein de choses avec le petit brin d'humour qui caractérise mes écrits. Alors j'ai lu l'œuvre et je ne suis pas surpris qu'elle soit, je dirais en fait, encensée. Mais je voulais en fait te poser une question. En prenant l'exemple de ton personnage principal, Éric Moyer, est-ce qu'aujourd'hui on peut en fait espérer que l'auto-emploi est une solution face au chômage? Bien sûr. Moi je dis toujours aux plus jeunes que moi, si tu veux un emploi, crée-le. Je ne dis pas si tu veux une entreprise, crée-la. Je dis si tu veux un emploi, crée-le. J'ai été amené à animer certaines conférences et j'ai donné mon exemple personnel. Moi, j'ai une expérience, j'ai un rapport à l'emploi que je communique très souvent aux plus jeunes que moi et d'ailleurs à plus vieux aussi que moi. Je dis, je viens d'arriver à l'université, j'ai seulement que 3 000 francs. Nous sommes en année scolaire. Je n'ai pas de soutien familial, je suis issu d'une famille relativement modeste. Alors avec les 3 000 francs, je remarque que les parents d'élèves vont dans les librairies pour acheter des cahiers de 100 pages. À l'époque, on le vend à 200 francs. Et je remarque que je peux acheter un paquet de cahiers de 100 pages. J'achète un paquet de 100 pages et puis je vends mes cahiers dans la rue. Voilà, tout simplement. Dès lors, vous avez dit quelque chose. Oui. J'ai une question par rapport au personnage d'Éric. C'est réel. Justement, c'est pourquoi la question concernant le personnage d'Éric concerne la détermination d'Éric. Est-ce la détermination de l'auteur? Non, point du tout. Ce sont deux histoires totalement différentes. Pour la simple raison que moi je suis vivant et Éric il est mort. Justement, cher auteur. Ok, David voulait réagir. Oui, Sylvain, c'est vrai que les auteurs ont cette possibilité-là souvent de créer des choses qui n'existent pas, mais un témoignage d'outre-tombe. D'où est-ce qu'il est venu? D'où est-ce que l'auteur a tiré son inspiration? Si tant est que ce n'est pas une histoire qu'il a vécue lui-même. Oui, voilà, comme je l'ai dit, vous avez la je n'ai pas vécu cette histoire, d'autant plus que je suis vivant. Et Éric, il est mort. Non, pour être plus sérieux, en Afrique, les morts ne sont pas morts. Voilà, je crois que c'est Birago Diop qui l'a dit, on a tous bossé. Ils sont dans l'eau. Voilà, justement. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Et en Afrique, la voix des morts est la vérité avec grand V. Le mort, il ne ment pas. Et donc, le témoignage d'Éric, il est réel, il est franc. Voilà. Bien sûr, la forme littéraire paraît un peu inattendue, mais j'ai choisi cela parce que je suis moi-même quelqu'un
qui aiment adopter un style inattendu, aussi bien dans les genres journalistiques que dans les genres littéraires. J'aime le style inattendu, mais c'est fondamentalement lié au fait qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Alors André Sylvain, un passage a retenu mon attention dans ce livre, à la page 17, vous écrivez « Ce n'était pas de ma nature car j'ai toujours confiance en l'homme invariablement. Ma Cathy me disait souvent que mon plus gros défaut, c'était que j'avais précocement et excessivement confiance aux gens. Elle ajoutait presque toujours que cela me perdrait un jour. Ces mots me faisaient grimacer et je lui répondais chaque fois, ma puce, ne sois pas autant méfiante. C'est notre regard ténébreux sur les autres qui nous empêche de voir notre propre lumière. » Quel commentaire? Non, effectivement, moi je suis un partisan du néologisme que je défends depuis un certain moment, de l'autoresponsabilité. Vous voyez, très souvent, l'homme, parce que je défends la thèse selon laquelle la bêtise elle est humaine et non africaine, ou bien, donc quand j'entends les gens dire, vous savez, l'homme noir, j'ai dit, écoutez, il faut arrêter cela, la bêtise elle est humaine. Donc, l'homme a tendance à rejeter la faute sur les autres. Voilà, je dis très souvent, on n'allume pas, d'ailleurs, je prends un verset de la Bible, hein, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous voyez, notre vision ténébreuse du monde, très souvent, vous croisez des gens pour qui il n'y a pas de mérite. Pour dire quoi, si vous évoluez dans votre entreprise, c'est parce que vous êtes un parent de chef d'entreprise. Si vous êtes une femme, c'est parce que vous couchez avec le patron. Ça, c'est la vision ténébreuse du monde, qui nous cache notre propre lumière. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faudrait pas en fait rejeter la faute sur les autres, mais je me rends bien que vous-même, dans vos écrits, à la page 19, vous écrivez « Malheureusement, le mariage n'a jamais eu lieu par la faute de la jeune fille. Bessa l'avait surprise un jour lorsqu'il rentrait précipitamment d'une mission de l'intérieur du pays dans leur lit, en train d'embrasser en pleine bouche une collègue de son service. Bessa était un homme pieux qui avait horreur de ces choses venues de rien. » De ces choses venues de oui, rien, de ces choses venues de rien. Oui, de ces choses venues, non, d'Occident plutôt. De ces choses, voilà. Venues d'Occident. En fait, c'est Bessa qui parle. Ma position sur le problème de l'homosexualité, elle est connue. Hein. Moi, je suis hétérosexuel. Voilà, je suis hétérosexuel. Je respecte l'orientation sexuelle des uns et des autres. Voilà, je pense que chacun est libre de choisir son orientation sexuelle. Tu peux être homosexuel, hétérosexuel. Il faut que les homosexuels respectent l'hétérosexualité des hétérosexuels. Et ça, voilà. Ça, c'est ma position. Est proscrite par l'Église. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est ma position. Non. C'est ma position personnelle. Maintenant, attendez. Oui, ça c'est votre position et nous la respectons. Non, je reviens sur... Oui, je reviens juste... Non, c'est pas faire un débat. Non, je voulais juste dire... Non, j'aimerais finir sur ce sujet parce qu'il m'a interrompu. J'aimerais finir sur ce... Vous lisez bien, vous dites Bessa est un homme pieux. Vous avez bien lu. Bessa est un homme pieux qui dit que pour lui, je mets ça en griffe, ces choses venues de l'Occident. C'est Bessa qui parle. Il a horreur de ces choses venues de l'Occident. Dans son rapport à l'homosexualité, en tant que chrétien, parce que vous le dites très bien, c'est un homme pieux, il considère que ce sont des choses importées qui choquent lui sa conscience des chrétiens et d'Africains. Voilà, c'est sa position en tant que... Oui, David. Moi, je voudrais reprendre l'auteur au mot, parce que tout à l'heure, quand on a parlé de l'inspiration de l'auteur pour l'écriture de cette belle œuvre-là, il a dit « Je suis africain et en Afrique, les morts ne sont pas morts. Mais pourquoi on peut accepter de dire qu'on est africain et qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts et puis en même temps accepter ou tolérer l'homosexualité qui n'est pas de l'Afrique ?» Bon, c'est un autre débat. Moi, ce que j'ai dit, ça c'est notre débat. Ça c'est notre débat. Moi, ma position. Nous retenons la position de l'Église. Ici, nous retenons la position de l'Église. La position de mon auteur. La position de mon auteur est véritablement claire. Nous retenons la position. Rien n'est clair. Mon auteur est la position qui est claire, c'est la position de l'Église sur le plateau. Seulement.
comme il convient souvent d'être... Charles, non, la position qui est c'est que l'Église retient. Moi, je suis contre l'homosexualité. J'ai une question pour Charles Je suis contre l'homosexualité. Charles Pemont. Je ne suis pas homophobe, mais je suis contre l'homosexualité. Qu'est-ce qui a séduit spécifiquement l'éditeur pour accepter cette œuvre? C'est l'écriture. C'est l'écriture. L'Angle Bleu a la chance d'avoir à la tête de la maison d'édition un homme qui est d'abord un écrivain. Un homme qui a fait également ses humanités. Et donc, moi, lorsque je reçois des manuscrits, avant même que je les transfère à la direction littéraire et pour que ça suive son cours, je regarde, est-ce que ce livre est publiable? Est-ce que ce livre a quelque chose qui peut intéresser le lecteur? Parce que écrire, c'est de la musique, mais seulement avec tes mots. Et donc, quand je prends Raison d'État, le manuscrit, que je le lis, d'abord, je suis décédé aujourd'hui. C'est la première phrase du livre. Je suis décédé aujourd'hui. Ah tiens, quelqu'un qui est décédé qui parle. Et j'ai commencé à lire, j'ai été très vite emballé. D'abord par l'histoire, par les mots que l'auteur dénonce, mais également par la qualité de son écriture, avec un brin d'humour, parfois un sarcasme, mais qui vous saute au nez. Et quand j'ai regardé ça, je dis, monsieur le directeur littéraire, vous n'avez pas lu le livre pour faire une sélection, vous allez le lire pour voir s'il y a des choses à corriger, parce que ce livre, on le sort. C'est l'éditeur voilà. Qui parle. Alors, et je n'ai pas eu tort. Je n'ai pas eu tort parce que, à preuve, en 2013, devant plusieurs œuvres en compétition de plusieurs éditeurs de haut niveau, Raison d'État a remporté le Grand Prix littéraire, etc. Donc, je n'ai pas eu tort. J'ai lu le roman et j'ai été aussi marqué par un personnage, le personnage de Cathy. Cathy est la compagne d'Éric Moyer, qui est le personnage central. Voilà une femme qui est enceinte et qui voit son mari torturé sous ses yeux et qui l'accompagne et qui le soutient jusqu'au bout. Elle a été brutalisée. Elle a même été brutalisée. Quelle image voulez-vous en fait, quel message voulez-vous faire passer à travers le personnage de Cathy? Non, Cathy est une femme extraordinairement courageuse, voilà, qui a soutenu son mari jusque dans la tombe. Voilà. Et on ne voit pas cela tous les jours, hein? C'est pas tout le Non, je pense que vous faites un mauvais procès aux femmes. Ouais. oui, je pense. En tout cas, les femmes que je connais sont très courageuses dans le sens de l'intérêt, de la défense de l'intérêt, des intérêts de leur époux et de leur famille. Et Cathy, c'est la femme urbaine, hein, de la ville qui peut être comparée à nos braves mamans qui sont aussi au village, qui le matin se lèvent, vont au champ pour nourrir leur famille. C'est l'Afrique, moi je suis fondamentalement africain, je reprends, oui, je suis fondamentalement africain, je crois à nos valeurs, voilà. C'est ça, nos valeurs. Tout est dit. Quand vous allez... Oui. Tout est dit. En général, dans le roman africain, l'image de la femme, je crois, effectivement, c'est une belle image. Non, mais ce sont nos valeurs. Voilà. Vous voyez, moi, ce sont ces valeurs, tout est dit. Ce sont ces valeurs qui m'ont... D'accord. Eric, quelle est la place de la spiritualité? Non, c'est pas Eric, lui c'est André. André plutôt. André, quelle est la place de la spiritualité dans la vie d'Éric Moyer? Parce que j'ai vu que plusieurs fois où il était dans des situations en fait difficiles, il y a toujours eu quelqu'un qui est venu le soutenir, le faire sortir de là. Je me rappelle quand il devait être conduit dans le premier lieu où il devait être en fait interrogé, il y a eu quelqu'un qui est venu vers lui et qui a demandé s'il avait des parents et s'il pouvait avoir le numéro de téléphone pour les appeler. Et puis la seconde fois, c'est le personnage de Rougeau. Même en prison, il est protégé. Justement, même en prison, il est protégé. Voilà. Non, vous savez, pour faire face à une certaine forme d'adversité, hein, très souvent insaisissable, parce que c'est ça, des fois, vous faites front, vous avez affaire à des adversaires de l'ombre, qui sont aussi bien des ombres que des adversaires de l'ombre, donc pour dire que c'est une adversité insaisissable.
il faut une armure spirituelle très forte. Voilà, Éric Moyé avait une armure spirituelle très forte et il était aussi soutenu par une famille admirable. L'amour de la famille, donc cette puissance de l'amour a permis à Éric Moyé de surmonter certaines épreuves. Malheureusement, je l'ai dit pour lui, tout ne se passe pas dans la vie comme dans un film brésilien. Ça veut dire que les bons ne triomphent pas toujours, les méchants ne périssent pas toujours. C'est la vie, c'est l'Ecclésiaste. Tout est vanité, et voilà. André Sylvain Conon, Grand Prix Caïcédra 2013 des lycées et collèges, Nesmone Delors, Tommy David, Charles Pemont, merci d'être venu sur notre plateau. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Tribune Nature.